À l'image du droit administratif substantiel, le droit du contentieux administratif est largement façonné par le Conseil d'État. La création jurisprudentielle du recours pour excès de pouvoir au cours du XIXe siècle en est l'illustration la plus symbolique. Pour autant, la source écrite n'est pas absente. La procédure administrative contentieuse n'a pas échappé d'ailleurs à la diversification des sources qui a touché tous les pans du droit administratif. Nous dirons donc quelques mots de chacune d'elles. Grand 1 d'abord, les sources constitutionnelles. Nous allons commencer par le texte constitutionnel et nous verrons ensuite la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Grand A, le texte constitutionnel. La Constitution de 1958 ne contient aucune disposition consacrée à la juridiction administrative, contrairement au cas de l'autorité judiciaire qui est envisagé dans le titre 8. Jusqu'en 2003, le Conseil d'État n'était d'ailleurs mentionné dans ce texte constitutionnel qu'en tant que conseiller du gouvernement. Son rôle juridictionnel a été implicitement constitutionnalisé grâce à 2 lois constitutionnelles récentes. D'abord, la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, qui a inscrit à l'article 74 de la Constitution que le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certains actes pris par les organes des collectivités d'outre-mer. La deuxième loi constitutionnelle, c'est celle du 23 juillet 2008 qui a créé le contrôle de constitutionnalité des lois. Cette loi a inséré un article 61-1 dans la Constitution qui prévoit que lorsqu'à l'occasion d'un litige se pose la question de la constitutionnalité d'une loi, le Conseil constitutionnel est saisi par le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Par ailleurs, la Constitution confie plusieurs compétences au législateur en matière de contentieux administratif. D'abord, il prévoit que le Parlement est compétent pour fixer les règles qui concernent la création de nouveaux ordres de juridiction. Cette disposition, qui figure à l'article 34, doit être interprétée comme donnant compétence au Parlement pour créer de nouvelles catégories de juridiction au sein de chaque ordre juridictionnel. C'est le cas par exemple donc, de la création des cours administratives d'appel en 1987 qui a été décidée par le législateur. En revanche, relève par exemple donc de la compétence du pouvoir réglementaire, la détermination du nombre, du siège et du ressort des différentes juridictions. Relève également de la compétence du pouvoir réglementaire, la répartition des compétences au sein même des ordres juridictionnels. L'article 34 donne encore compétence au législateur pour fixer le statut des magistrats. Il confie également au législateur le soin de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Il résulte de cette disposition générale que le législateur est compétent pour poser les principes fondamentaux de la procédure juridictionnelle administrative. Toute la question est de savoir qu'est-ce qui relève de ces principes fondamentaux. En font partie par exemple les règles qui sont relatives à la collégialité ou encore au caractère contradictoire de la procédure. En revanche, les règles qui concernent le ministère d'avocat ou les délais de recours relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire, ceci ayant été énoncé par le Conseil d'État dans un arrêt du 21 décembre 2001, Monsieur et Madame Hoffman. Venons-en à la jurisprudence constitutionnelle, donc grand B, la jurisprudence issue du Conseil constitutionnel. Le Conseil a joué un rôle important dans la constitutionnalisation du contentieux administratif. Sur un plan institutionnel, d'abord, il a constitutionnalisé l'indépendance de la juridiction administrative grâce à un principe fondamental reconnu par les lois de la République dans une décision du 22 juillet 1980.
Il a aussi constitutionnalisé une partie de la compétence du juge administratif par sa décision de 1987 que nous avons évoquée dans la vidéo numéro 1. Ensuite, le Conseil constitutionnel a dégagé de nombreux principes processuels qui ont vocation à s'appliquer à toute procédure juridictionnelle et donc à la procédure juridictionnelle administrative. Il a ainsi consacré le droit au recours juridictionnel, mais vis-à-vis de ce droit, le Conseil constitutionnel se borne à vérifier que le législateur ne porte pas une atteinte manifestement excessive à ce droit. Cela résulte d'une décision du 9 avril 1996. Il a également constitutionnalisé les composantes du droit à un procès équitable, tels que le respect des droits de la défense, dans une décision du 2 décembre 1976, ou encore les principes d'indépendance et d'impartialité, et ce dans une décision du 25 mars 2011. Grand 2, les sources internationales et européennes. Parmi ces sources externes, celles qui affectent sensiblement le contentieux administratif, ce sont d'abord le droit de l'Union européenne et ensuite le droit issu de la Convention européenne des droits de l'homme, que nous allons donc envisager successivement. Grand A, le droit de l'Union européenne. L'influence du droit de l'Union européenne sur le contentieux administratif français est multiple. D'abord, l'Union européenne est dotée de juridictions, notamment la Cour de justice de l'Union européenne. Et cette existence entraîne des mécanismes de renvoi préjudiciel entre les juridictions nationales des États membres et les juridictions de l'Union européenne, ces mécanismes de renvoi préjudiciel étant envisagés par l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et il résulte de cette disposition que des renvois ont lieu lorsque se pose une question liée à l'interprétation d'un traité de l'Union, ou bien lorsque se pose une question concernant le contrôle de validité ou l'interprétation des actes pris par les institutions européennes. Ensuite, la primauté du droit de l'Union européenne sur le droit national des États membres engendre également des modifications du contentieux administratif français. La Cour de justice de l'Union européenne a par exemple exigé que les juges nationaux puissent prendre des mesures provisoires afin d'assurer l'effectivité de cette primauté. Et ceci résulte d'un arrêt de la Cour de justice du 19 juin 1990, l'arrêt Factor-Tam. Enfin, les règles de l'Union édictées en matière de passation des marchés publics ont été complétées par la création de procédures juridictionnelles afin d'en garantir le respect. Plusieurs directives ont ainsi créé des référés en matière contractuelle. La transposition de ces directives en droit français a donc fait naître de nouvelles procédures de référé en contentieux administratif qui ont été insérées dans le Code de justice administrative. Grand B, le droit issu de la Convention européenne des droits de l'homme. La Convention européenne des droits de l'homme énonce des droits processuels qui ont vocation à s'appliquer dans le champ du contentieux administratif. À ce sujet, deux dispositions retiennent l'attention. Petit 1, l'article 13 qui consacre le droit à un recours effectif. Cet article 13 reconnaît un droit à un recours effectif devant une instance nationale au profit de toute personne qui se plaint d'une violation d'un droit ou d'une liberté contenue dans la Convention européenne des droits de l'homme. Il arrive régulièrement que cet article soit invoqué devant le juge administratif pour qu'il vérifie la compatibilité de la procédure administrative contentieuse par rapport à cette disposition. Un exemple peut être donné avec l'arrêt du Conseil d'État rendu en section le 28 février 2001, l'arrêt Casanova.
Le requérant soutenait que l'exclusion de l'appel concernant certaines mesures prises en référé violait cet article 13. Mais le Conseil d'État a estimé qu'il n'y avait pas méconnaissance de la Convention européenne des droits de l'homme, car les mesures qui sont prises dans le cadre des référés ont un caractère provisoire. Petit 2, l'article 6, paragraphe 1, qui consacre le droit à un procès équitable. C'est cet article qui a eu l'impact le plus important sur le contentieux administratif. Pourtant, son application en cette matière n'allait pas de soi. En effet, l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme consacre le droit à un procès équitable pour les contestations sur des droits et obligations à caractère civil et pour les accusations en matière pénale. Ainsi, a priori, le contentieux administratif n'entre pas dans le champ de cet article 6, paragraphe 1. Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme a donné une portée très large à cet article 6, paragraphe 1. D'abord, elle a estimé que l'expression « contestation en matière civile » renvoie aux contestations qui présentent un caractère patrimonial. Par conséquent, l'article 6, paragraphe 1 est applicable au contentieux administratif toutes les fois où des droits patrimoniaux sont en jeu. Et ceci résulte d'un arrêt de la CEDH du 28 juin 1978. C'est le cas donc en matière administrative pour les litiges relatifs à la responsabilité de l'administration ou encore en matière de fonction publique. Concernant ensuite l'expression d'accusation en matière pénale, la CEDH y intègre les sanctions administratives, si bien que l'article 6, paragraphe 1, est applicable aux litiges relatifs aux sanctions infligées aux agents des personnes publiques, mais également aux sanctions infligées plus généralement aux administrés. Ce champ de l'article 6, paragraphe 1 étant précisé, venons-en au contenu de cette disposition. Le droit à un procès équitable se décompose en plusieurs droits. On y trouve le droit à un juge indépendant et impartial, on y trouve le principe d'égalité des armes, le principe de l'audience publique, celui du droit à un jugement dans un délai raisonnable, et enfin le droit à l'exécution des décisions de justice. Après plusieurs condamnations de la France pour violation de ces principes au début des années 2000, des réformes du contentieux administratif sont intervenues, notamment concernant le rapporteur public, pour assurer la conformité du droit administratif français par rapport au droit européen. Mais nous reviendrons plus largement sur toutes ces questions dans la suite du cours. Venons-en maintenant, grand 3, aux sources législatives et réglementaires. Sous l'influence de la Constitution de 1958 et du partage de compétences qu'elle engendre entre le Parlement et l'exécutif, le législateur s'est largement saisi du contentieux administratif. Nous avons déjà évoqué son domaine de compétence, donc nous ne reviendrons pas sur cette question. Il faut en revanche dire un mot de la codification du contentieux administratif qui a été réalisée à la fin des années 90. L'objectif des pouvoirs publics a été de rassembler dans un code les règles applicables à la procédure devant le Conseil d'État, devant les cours administratives d'appel et devant les tribunaux administratifs. Cette codification s'est faite à droit constant et excluait les règles relatives aux juridictions administratives spécialisées. Un projet de code a été élaboré par la Commission supérieure de codification et a été soumis au Parlement en 1998. Cependant, l'encombrement de l'ordre du jour des assemblées parlementaires n'a pas permis l'adoption de ce code. Le Parlement a en revanche décidé d'habiliter le gouvernement à intervenir en la matière par voie d'ordonnance. La partie législative du Code de justice administrative a donc été prise à l'issue d'une ordonnance du 4 mai 2000.
Le même jour, 2 décrets ont été édictés pour assurer la partie réglementaire de ce code. Le code de justice administrative est ainsi entré en vigueur le 1er janvier 2001. Concernant la structure de ce code, il comporte bien sûr donc une partie législative et une partie réglementaire. La partie législative comporte en tout premier lieu un titre préliminaire qui contient 11 articles posant les principes fondamentaux de la procédure juridictionnelle administrative. On y trouve ainsi consacré le principe de collégialité, le principe du contradictoire ou encore l'obligation de motivation des jugements. La partie législative contient ensuite un premier livre consacré au Conseil d'État, un deuxième livre consacré aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. Dans ces 2 livres, il y est question d'organisation et de fonctionnement de ces juridictions. Les livres suivants s'enchaînent conformément au déroulement du procès administratif. On trouve ainsi un livre consacré à la compétence des juridictions administratives, un autre consacré à l'introduction de l'instance, un autre relatif au référé, à l'instruction, au jugement, aux voies de recours et enfin à l'exécution des décisions de justice. La partie réglementaire repose sur un plan identique. Depuis son élaboration, le Code de justice administrative n'est pas resté immuable, bien entendu. De nombreuses lois et de nombreux décrets sont venus modifier ce code. Parmi les textes les plus récents, on peut citer la loi du 12 mars 2012, qui est venue modifier le statut des membres de la juridiction administrative. On peut aussi citer la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a inséré, on l'a déjà vu, un chapitre sur la médiation dans le Code de justice administrative et qui a aussi créé de nouvelles procédures contentieuses avec la création de l'action de groupe et la création de l'action en reconnaissance de droit. Parmi les décrets, on peut citer le décret du 13 août 2013 qui modifie les règles de compétence entre les juridictions administratives et plus récemment le décret du 2 novembre 2016 pour la justice administrative de demain, dont l'objectif est d'accélérer le traitement des requêtes, de renforcer les conditions d'accès au juge administratif et de dynamiser l'instruction. Pour terminer, envisageons la source jurisprudentielle. Donc, grand 4, la source jurisprudentielle. C'est la jurisprudence qui a initialement posé les principes généraux de la procédure administrative contentieuse. Par exemple, le Conseil d'État a consacré le secret du délibéré dans un arrêt de 1922, l'arrêt Légilion. Il a également consacré la motivation des jugements, arrêt du même nom, mais cette fois de 1924. Il a aussi permis le pourvoi en cassation contre toute décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative. C'est ici un arrêt rendu en Assemblée qui pose ce principe, arrêt du 7 février 1947, l'arrêt d'Hélière. L'essor des sources écrites n'a pas réduit le rôle du Conseil d'État dans l'élaboration du droit du contentieux administratif. D'une part, il faut souligner que le Conseil d'État participe de manière importante à la rédaction des textes de loi et de décrets qui concernent cette matière. Et d'autre part, la jurisprudence du Conseil d'État reste encore une source importante du contentieux administratif, et ce à plusieurs niveaux. D'abord, le Conseil d'État interprète les lois et règlements, ce qui lui donne un pouvoir vis-à-vis des règles qui sont posées par le législateur et le pouvoir réglementaire. Ensuite, le Conseil d'État consacre des règles de procédure qui sont applicables même sans texte. Le vocabulaire ici employé par le Conseil d'État est d'ailleurs variable d'un arrêt à l'autre. Dans certains cas, le Conseil d'État parle de règles générales de procédure. On peut par exemple citer
la règle générale de procédure énoncée par le Conseil d'État, selon laquelle un membre d'une juridiction administrative ne peut pas participer au jugement d'un recours qui est relatif à une décision administrative dont il est l'auteur. Ceci ayant été posé par le Conseil d'État dans un arrêt du 2 mars 1973, Demoiselle Arbousset, et cette règle a été réitérée récemment par le Conseil d'État dans un arrêt du 9 novembre 2015. Dans d'autres cas, le Conseil d'État utilise sa formule plus classique de principes généraux du droit. C'est le cas de l'arrêt Dame Lamotte, qui a été rendu le 17 février 1950, dans lequel le Conseil d'État affirme qu'il existe un principe général du droit selon lequel toute décision administrative peut faire l'objet, même sans texte, d'un recours pour excès de pouvoir. La portée de ces règles jurisprudentielles est variable. Certaines de ces règles ont une portée impérative, ce qui signifie qu'elles s'imposent au pouvoir réglementaire. Seul le législateur peut donc en écarter l'application, et c'est le cas des principes généraux du droit. D'autres règles ont une portée supplétive, c'est-à-dire qu'elles ne s'appliquent qu'en l'absence de texte législatif ou réglementaire contraire. C'est généralement le cas des règles générales de procédure qui s'appliquent, pour reprendre l'expression utilisée par le Conseil d'État dans l'arrêt Arbousset précité, qui s'appliquent dès lors qu'elles n'ont pas été écartées par une disposition formelle. Enfin, de nombreuses règles de procédure sont dégagées par le Conseil d'État en dehors même des expressions de PGD ou de règles générales de procédure. Le contentieux contractuel en est la preuve, puisque depuis 10 ans, les arrêts qui précisent les recours juridictionnels possibles vis-à-vis des contrats administratifs sont nombreux. Pour les recours ouverts aux tiers, on peut citer l'arrêt du 16 juillet 2007, Société Tropique Travaux Signalisation, l'arrêt du 4 avril 2014, département du Tarn-et-Garonne, et enfin, arrêt du 2 février 2015, commune d'Aix-en-Provence. Pour les recours qui sont ouverts aux parties au contrat, il y a l'arrêt du 28 décembre 2009, l'arrêt Béziers 1, et l'arrêt Béziers 2 du 11 mars 2011. Un autre exemple peut être donné de règles posées par le Conseil d'État en dehors de ces appellations habituelles. C'est la règle qui est contenue dans l'arrêt Ville de Brest du 17 juillet 2009 et qui énonce que les justiciables ont droit à ce que les requêtes soient traitées dans un délai raisonnable. En conclusion, il faut préciser que si certaines de ces règles jurisprudentielles sont reprises par le législateur ou le pouvoir réglementaire dans le Code de justice administrative, leur existence jurisprudentielle conserve un intérêt pour les juridictions administratives spécialisées, puisque celles-ci ne sont pas régies par le Code. Un exemple peut être donné avec l'arrêt du 1er octobre 2014, dans lequel le Conseil d'État a explicité le pouvoir d'instruction du juge administratif et a fait application de son considérant à l'égard de la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi donc, on le voit, pour ces juridictions administratives spécialisées, faute de texte, les règles de procédure demeurent essentiellement jurisprudentielles.